Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début de cette quatrième semaine de confinement. Ça y est, j'arrive à m'y retrouver dans les jours, 21e jour de confinement. Comme diraient les enfants, on a presque fait un mois entier comme un calendrier de l'Avent. Parce que la difficulté par rapport à un calendrier de l'Avent, c'est que à la fin, c'est pas Noël et qu'on ne sait pas exactement comment sera l'après et on aura l'occasion encore d'en discuter ensemble. D'abord, j'espère que vous allez tous bien, vous, vos proches. Euh, Beaucoup de personnes sont affectées par le coronavirus d'une manière ou d'une autre parce qu'on connaît des proches qui sont affectés, peut-être même certains d'entre vous ont une forme bénigne de la maladie, d'autres des formes plus graves. Donc c'est d'abord à eux que je voudrais penser pour commencer ce live, ce d'autant plus qu'on sait que les conditions de deuil sont extrêmement difficiles à cause notamment de l'organisation des obsèques qui sont extrêmement compliquées. Donc voilà, je veux d'abord envoyer une pensée à toutes et à toutes celles et tous ceux qui sont directement affectés par la maladie ou même indirectement affectés par la maladie. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un petit débrief sur ce qui s'est passé dans le week-end en quelques jours où en quelques jours on a eu un nouveau revirement de doctrine sanitaire de la part du gouvernement. Vous allez me dire ça commence à faire beaucoup, c'est vrai, mais on en a eu un nouveau notamment sur le port du masque, qu'on débriefe aussi la manière dont on se fait infantiliser par le ministre de l'Intérieur qui essaie de nous donner des leçons en n'appliquant pas à soi-même et au gouvernement la doctrine qu'il prône de rester chez soi et en laissant les entreprises largement renvoyer leurs salariés travailler. Ensuite, je vous propose qu'on fasse une petite focale sur les États-Unis. On en parle assez peu, mais c'est quand même la première puissance mondiale et qui est amenée à peut-être vivre les pires conséquences du virus. On va en parler. Et ensuite, je vous avais promis qu'on parlerait et qu'on essaierait de parler régulièrement dans chaque live de personnes cibles, de publics spécifiques qui sont particulièrement affectés par le confinement et dont on parle peu. Et je voulais vous proposer aujourd'hui de parler ensemble des personnes handicapées qui représentent une large portion de la population française et qui est particulièrement affectée par les mesures de confinement. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager le live le plus largement possible et évidemment à poser vos questions, faire vos commentaires. On les prend tous ceux, je les regarde au fur et à mesure. Flavio qui était même en avance pour le live, désolé, ouais, j'ai commencé avec un peu de retard. On va parler des masques, je vois les commentaires. Clément, oui, désolé, l'étagère derrière moi, c'est toujours la même. J'ai pas changé de place, même place de confinement. Voilà, donc n'hésitez pas, je regarde vos commentaires au fur et à mesure, vos questions, vos encouragements, vos interrogations. Comme je le dis à chaque fois, l'objectif est d'avoir une réflexion qui soit la plus collective possible. Donc n'hésitez pas et peut-être qu'on peut aussi démarrer là-dessus sur une note d'optimisme. On voit les chiffres de nouvelles hospitalisations, les chiffres aussi des entrées en réanimation qui commencent à se stabiliser, voire à baisser selon les régions. C'est clairement l'effet direct du confinement, la preuve que ça marche, mais la preuve aussi qu'il ne faut pas le relâcher, parce que le pire serait de se dire youhou, ça y est, on a gagné la bataille contre le virus, on peut tous sortir d'un coup. J'aimerais bien que ce soit possible, mais évidemment, si on fait ça du jour au lendemain et sans une stratégie pensée de déconfinement, alors on risque de se prendre une nouvelle vague de contamination en plein dans la tête et d'engorger de nouveau nos hôpitaux. Et c'est bien ce qu'on essaie de faire. Et le confinement, c'est agréable à vivre pour absolument personne. Pour ceux qui sont obligés de rester chez eux, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, comme pour ceux qui doivent travailler aussi dans des conditions difficiles. Et il ne faudrait pas que les conditions et les difficultés que nous avons subies pendant ce confinement soient perdues, en fait, que le bénéfice du confinement soit perdu. Ceci étant dit, je ne sais pas vous, mais j'ai été assez marquée par la prise de parole de Christophe Castaner qui a pris la parole dans le JT de France 2 pas plus tard qu'hier. Vous aurez remarqué au passage que
dans les médias, on entend surtout la majorité. Alors, c'est important que le gouvernement puisse s'exprimer et donner notamment les consignes sanitaires, mais à tel point que parfois on a l'impression que c'est la démocratie aussi qui est en quarantaine. Bon, bref, pour revenir aux propos de Christophe Castaner, j'ai été assez marquée parce que Christophe Castaner, qui est quand même le ministre de l'Intérieur, nous a fait une leçon de morale à l'ensemble des Français en nous disant regardez, vous ne respectez pas les règles du confinement et il y a un certain relâchement. Alors déjà, si on nous autorise 1 heure à sortir, oui, il y a des chances que plusieurs personnes sortent en même temps et ça ne fait pas de ces personnes-là des gens qui violent allègrement la loi. On peut comprendre qu'après 3 semaines de confinement, dont les limites strictes de ce qui nous est autorisé, on puisse vouloir sortir pendant 1 heure. Mais moi, ce qui me choque surtout, c'est, j'entends les règles du confinement et évidemment, il faut les respecter, mais pourquoi en même temps, c'est le fameux en même temps du gouvernement, un certain nombre d'entreprises rappellent leurs salariés pour reprendre le travail. Et on voit bien que cette ambivalence-là, elle pose problème parce que le gouvernement et la parole publique ne peut pas donner des leçons de morale aux citoyens français en leur disant « restez chez vous », quand dans le même temps, ils continuent à encourager des entreprises qui demandent à leurs salariés de venir travailler, y compris avec tous les risques que ça peut poser, de sortir chez soi, de prendre les transports en commun, etc. Donc, quelqu'un qui est confiné chez lui depuis 3 semaines, il peut se demander mais pourquoi un salarié de McDo, on lui demande d'aller travailler si on est en plein temps de confinement et moi, je ne peux pas sortir 1 heure pour faire mon jogging ou pour prendre l'air. Et donc, si le gouvernement veut que le confinement soit bien respecté dans cette première phase de confinement, alors il faut qu'il soit cohérent. Il faut qu'il soit très clair sur les salariés qui doivent travailler et ceux qui doivent pouvoir rester chez eux. Il y a un maximum de salariés doivent pouvoir rester chez eux. Et ensuite, on entamera la phase d'après, qui est la première phase de déconfinement qui nécessite d'être préparée et vers laquelle j'espère qu'on pourra aller bientôt. Et puis, il a aussi pointé du doigt spécifiquement les habitants de la Seine-Saint-Denis, du 93. Il y a un discours aussi médiatique qui a commencé à s'installer dans le 93, où on respecterait moins le confinement. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est d'être confiné dans des très petits appartements, à très nombreux, dans de grandes tours, etc. Mais globalement, les consignes sont aussi respectées dans le 93. Même le préfet l'a reconnu. Dans le même temps où on a le préfet allemand à Paris qui dit en gros que ceux qui sont en réanimation l'ont bien cherché, c'est parce qu'ils n'auraient pas respecté le confinement, ce qui est une insulte totale, y compris quand on voit les dernières nouvelles, l'annonce d'une infirmière qui vient de décéder, d'une autre salarié d'un grand supermarché qui est décédé. On vient d'apprendre aussi le décès d'un agent de la SNCF. Bref, comment peut-il cracher à la gueule en fait de ces personnes-là et pousser l'indécence jusqu'à donner des leçons de morale à des gens qui sont en réanimation parce qu'ils ont fait leur métier et souvent sans des outils de protection sanitaire adéquats. On se demande même le moment où le préfet allemand finalement va demander de tirer à balles réelles sur les gens qui, à leur risque et péril, vont travailler parce que leur employeur l'exige. Je crois qu'il faut revenir un peu à la raison et surtout prévoir les conditions exactes dans lesquelles on peut travailler et on ne peut pas travailler et quelle sera la phase d'après où petit à petit, parce qu'il le faudra bien, les gens pourront travailler dans des conditions respectueuses de leur santé et qui limitent la propagation du virus. L'autre chose aussi qui a été marquante ce week-end, c'est, vous l'avez peut-être vu, l'annonce de l'Agence régionale de santé du Grand Est, via son directeur, de la confirmation de la suppression de 598 emplois dans le CHU de Nancy et de 174 lits d'hôpital. Donc en gros, les gars ont quand même, pendant des semaines, applaudi les soignants pour dire bravo, c'est formidable. Et dans le même temps, ils n'ont absolument pas tiré la leçon de la catastrophe dans laquelle nous sommes. Et puis, c'est vraiment... il faut que tout change pour que rien ne change au final. Parce qu'au final, ils poursuivent les mêmes politiques de suppression de lits, de suppression d'emplois. Alors, ça a obligé le ministre de la Santé à réagir, qui a dit non, attendez, pour le moment, tout est suspendu. Mais je vois même pas comment ça a pu venir à l'esprit de ce directeur-là, de se dire... Oui, bien sûr, alors que les soignants se sont démenés comme pas possible, ont poussé les murs pour gagner chaque lit d'hôpital un à un,
mais tout va bien, on va supprimer 174 lits d'hôpital, mais vraiment, vous avez tiré aucune leçon de la crise à laquelle on fait face et les plus de 15 000 suppressions de lits ces 20 dernières années, vous allez les poursuivre comme si de rien n'était et comme si la crise du coronavirus n'était pas passée par là. Donc c'est assez frappant. Alors même que cela, et on se souvient des discours d'Emmanuel Macron au début de la crise, de plus rien ne sera jamais comme avant, on va en tirer les leçons et tout, et qu'on voit que dès les premières semaines de cette crise, ils continuent leur politique de suppression de lits avec toutes les conséquences que nous connaissons à l'heure actuelle. Maintenant, la question qui est toujours posée, c'est comment allons-nous vers ce déconfinement et dans quelles conditions pouvons-nous le faire? On sait que la date officielle pour le moment, c'est le 15 avril et qu'il faut évidemment commencer à parler des conditions du déconfinement sans pour autant se jeter tous dehors. Et là-dessus, Christophe Castaner, toujours lui, a dit « J'invite toutes celles et tous ceux qui ont des masques à les donner aux hôpitaux ». Là, on peut se poser la question, dans la 7e plus grande puissance mondiale, on en est là, à devoir dépendre de dons de masques de particuliers. Et puis, petit à petit, il commence à nous dire, il faut que tout le monde porte des masques, que vous soyez malade ou non, que vous travaillez ou non, peu importe votre activité. Et là, on peut quand même se poser la question, une fois de plus, de l'adaptation de leur discours politique, au final, à leur stock sanitaire, plutôt que l'inverse. Alors qu'ils auraient dû, dès le début, être clairs sur la stratégie sanitaire à adopter et, en conséquence, adapter leur réponse sanitaire. Et là, le problème, c'est qu'ils ont fait les choses à l'envers et qu'à la fin, comment les croire? Une semaine, ils nous disent il ne faut pas porter de masque et seulement les soignants doivent le faire. Une autre semaine, ils nous disent il faut en porter massivement. Une semaine, ils nous disent il ne faut pas tester massivement. Une autre semaine, ils nous disent il faudra tester massivement. Bref, on s'y retrouve plus et à la fin, je pense que ça décrédibilise la parole politique dont on a cruellement besoin dans la période, puisque de notre croyance dans cette parole politique dépend quelque part la réponse sanitaire et le respect des consignes qui sont pour le moins floues ces dernières semaines et qui posent des questions. Et évidemment, les scientifiques ont un rôle à jouer, mais le rôle des scientifiques, c'est de faire des préconisations, de proposer plusieurs scénarios, et à la fin, il faut qu'il y ait un débat démocratique et que ce soit tranché politiquement sur quelle stratégie est adoptée. Et là, force est de constater qu'on n'a pas de clarté sur la stratégie qui est adoptée. Et c'est tout le problème qui va être posé dans les prochaines semaines et sur la stratégie du déconfinement. L'autre question qui peut être posée, c'est sur celle aussi du tracking sur les téléphones. Pareil, le gouvernement nous a dit il y a quelques semaines, d'ailleurs à l'occasion d'une question posée par ma collègue Danielle Obono, qui faisait référence à la Corée du Sud et qui disait il y a un dépistage massif en Corée du Sud, pourquoi vous ne feriez pas la même chose? Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a répondu oui, c'est vrai, en Corée du Sud, il y a un dépistage massif, mais il y a aussi un tracking massif et nous n'en voulons pas. Ce sont exactement ces mots. Et là, hier, Christophe Castaner a ouvert la porte au tracking massif en disant que c'était une des options et finalement, on se retrouve potentiellement à avoir un tracking massif sans même avoir ce dépistage massif puisque la France n'a qu'une capacité pour le moment très limitée de dépistage. Et donc, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle quelle est la stratégie du gouvernement de déconfinement alors qu'il faut bien commencer à en parler. Et j'insiste, commencer à en parler ne veut pas dire le mettre en pratique, mais anticiper la phase d'avant, puisque c'est bien d'anticipation dont a manqué le gouvernement pour faire face aux précédentes étapes et phases de cette crise sanitaire. Et donc l'objectif, c'est bien d'éviter le rebond, de ne pas avoir de prophétie autoréalisatrice. On ne cesse de parler du rebond de la maladie et du rebond de l'épidémie à partir du moment où on nous libère. Et donc, quelles conditions sont mises en place de protection pour éviter la propagation au maximum, à la fois garder les bénéfices maximum du confinement que nous avons vécu ces dernières semaines, mais aussi une stratégie de gestion des nouvelles contaminations qui pourraient être détectées dans les semaines à venir dans la perspective du déconfinement. Voilà, je pense, à peu près où on en est d'un point de vue de la réponse sanitaire. À mon sens, les priorités demeurent les mêmes, à la fois au niveau français, de
protéger les travailleurs essentiels, de concentrer nos efforts de production des outils sanitaires pour ces travailleurs essentiels qui doivent être bien définis. À d'autres égards, le gouvernement peut définir ces travailleurs essentiels, mais quand il s'agit de les protéger et de limiter l'activité économique, on voit bien que bizarrement, il ne le fait pas. Garder à la maison tous les autres dans cette phase de confinement et envisager une phase de sortie du confinement qui permettra petit à petit notamment de reprendre l'activité économique, mais avec une vraie stratégie à la fois de protection et à la fois de dépistage et d'isolation des personnes, des personnes qui sont contaminées, de manière à éviter ce rebond de l'épidémie, évidemment, dont on craint tous. Et puis, coordonner cette réponse au niveau européen avec l'ensemble des États européens pour faire en sorte que le rebond ne revienne pas par un autre pays, faire en sorte aussi que la crise économique partout en Europe ne soit pas payée par les plus vulnérables et influencer, faire céder les États notamment du nord de l'Europe qui refusent d'être solidaires vis-à-vis des États du sud de l'Europe qui sont plus durement frappés par cette maladie. On aura l'occasion d'en reparler parce que demain se tient un Eurogroupe qui est la réunion des ministres des Finances et des responsables des États de la zone euro et on aura l'occasion de se faire un débrief avec une perspective d'une nouvelle session plénière au Parlement européen la semaine prochaine, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain débrief et dans un prochain live. Voilà à peu près où on en est à mon sens là pour la situation française et européenne et ça nécessite à la fois de ne pas lâcher les efforts du confinement mais d'envisager aussi une porte de sortie qui soit très claire et qui permette de passer à la phase d'après. Parce que sinon, on peut aussi penser que le consentement au confinement va reculer et plutôt que de nous prendre pour des enfants et nous infantiliser, l'important c'est que on puisse être clair sur qui doit sortir et qui ne doit pas sortir et quelles sont les conditions pour protéger ceux qui sortent. Je vois Jean-Charles qui commande et qui dit le dépistage aurait dû être fait dès le début. C'est en effet un des enjeux majeurs, le dépistage. On voit d'ailleurs dans la comparaison entre les États que l'Allemagne teste massivement et globalement a des bien meilleurs résultats que nous en termes de décès notamment, aussi en termes de capacité de réponse sanitaire, mais notamment parce qu'ils testent plus tôt et avec leur politique de dépistage massif, ils peuvent avoir une vision plus large de qui est touché par la maladie. Je vous propose aussi de regarder un peu la situation de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où là la situation est assez catastrophique. Je vous parlais de la France tout à l'heure comme 7e puissance mondiale et où on en arrive à finalement devoir dépendre des dons, devoir parfois faire la charité. On l'a vu largement avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui fait la charité, mais en même temps qui refuse de rétablir l'ISF, qui refuse d'interdire les dividendes, alors que des solutions économiques, on en a. Et aux États-Unis, qui est quand même la première puissance économique mondiale, la situation semble encore pire et encore hors de contrôle. Et c'est peut-être le symbole, à mon sens, de l'effondrement de l'ancien monde, qui fait qu'on peut être la première puissance économique mondiale et sombrer face à l'ampleur de cette épidémie, puisque la situation aux États-Unis, c'est d'abord un Donald Trump qui, au début, il croit les États-Unis invincibles, comme s'ils étaient épargnés par l'épidémie. Vous imaginez le virus arriver aux portes des États-Unis et dire « Ah non, les Américains, j'y touche pas ». Bon, on sait que c'est illusoire de penser comme ça. Et après avoir nié l'épidémie, la Maison-Blanche parle maintenant de potentiel 100 000 à plus de 200 000 décès, ce qui serait évidemment énorme à l'échelle des États-Unis. Et on a vu Trump qui a été littéralement en roue libre. Au début, il a dit non, mais le nombre de cas sera de 0. Le coronavirus va disparaître comme un miracle. Ça, ce sont ces mots qu'il a utilisés. Et puis, finalement, il se retrouve à raconter tout et son contraire et juste se féliciter de ces conférences de presse qui sont largement suivies et relayées par les médias. Et pour lui, c'est juste l'occasion d'avoir de l'audience, mais aucune réflexion sur la réponse à la crise.
Ils sont en retard sur tout. Ils sont en retard sur la communication, ils sont en retard sur le confinement, ils sont en retard sur la production d'outils sanitaires, ils sont en retard sur le dépistage. Bref, la situation risque d'être dramatique aux États-Unis. Ils se retrouvent à essayer de réquisitionner, par exemple, avec l'entreprise 3M qui produit des masques. Mais l'entreprise 3M lui a répondu, si on n'en exporte plus au Canada, c'est le Canada qui ne va plus vous exporter, par exemple, des respirateurs dont les États-Unis ont besoin. Bref, on assiste au même jeu de dupes sur la production du matériel. On voit que eux vont essayer de faire un espèce de... Ouais, en fait, le marché des masques est un peu devenu au niveau international un espèce de poker menteur où les États-Unis vont miser et parier plus d'argent pour essayer d'acheter les masques à la France, notamment sur le tarmac des aéroports chinois. Bref, on en est là dans la situation aux États-Unis. Et de facto, l'impact est assez grave puisqu'on en est déjà à plus de 9600 morts en date d'hier aux États-Unis, plus de 340 000 personnes qui sont contaminées, une situation particulièrement dramatique dans l'État de New York avec plus de 4000 victimes. Et face à ça, le gouvernement et l'administration Trump a essayé de prendre des mesures d'urgence qui ont été votées à la va-vite pour essayer d'arrêter la boucherie. Face notamment aux millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance maladie, qui n'ont pas d'assurance chômage. Mais en réalité, l'impact derrière social et économique de cette crise sera probablement encore plus important aux États-Unis que dans l'Union européenne. On a déjà plus de 10 millions de chômeurs comptabilisés qui sont inscrits au chômage en plus de 2 semaines. 10 millions de chômeurs en plus, pour vous donner une idée, c'est 3 à 4 fois plus qu'au moment de la crise économique et financière de 2008. Pour vous donner l'ampleur de la crise que nous sommes en train de vivre et que les États-Unis sont en train d'affronter. On a vu aussi des dizaines de millions de recherches sur Google de comment faire si on ne peut pas payer son loyer. Un petit peu comme ça s'était passé aussi en 2008. Bref, on voit que contrairement à beaucoup d'États de l'Union européenne qui ont un véritable État-providence, même s'il est affaibli, l'absence d'assurance santé plus d'assurance chômage peut avoir un effet puissance 10 ou puissance 100 aux États-Unis. Et on voit l'importance des mesures d'État-providence dans un État même, quand bien même ce serait l'État le plus riche au monde comme les États-Unis. Et on voit aussi que les propositions que portait Bernie Sanders aux États-Unis, à la fois de sécurité sociale universelle, mais de partage des richesses, sont malheureusement cruellement d'actualité et auraient été cruellement utiles dans cette période. Et malheureusement, à n'en pas douter, la crise se fera sentir pendant un long moment, la crise économique aux États-Unis. Et elle aura probablement aussi des répercussions en cascade sur l'Union européenne. Et ça fait partie des éléments sur lesquels il va falloir travailler collectivement parce que si la première puissance économique mondiale se retrouve confrontée à un tel drame, derrière, l'impact en chaîne sera probablement très important à vivre et à subir partout dans le monde pendant des mois et des années. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, notamment à ce qu'on se disait un petit peu avant sur la situation en France. Il y a Laurent qui parle d'un agent de la RATP qui est décédé du Covid à l'âge de 37 ans ce week-end. Ouais, je sais plus si c'était un agent de la RATP ou de la SNCF. Syndiqué chez Sud, il avait alerté la direction du danger potentiel. Qui fait partie des salariés. J'ai vu la réaction notamment du syndicat Sud qui disait qu'il faisait partie des salariés qui avaient alerté et qui avaient travaillé au début sans protection. Évidemment, ça faisait partie des salariés qui devaient continuer à travailler, mais pour qui l'effort de protection devait être prioritaire. Et donc, on a une grosse pensée pour Laurent, tous ses proches et tous ceux qui le connaissent. Et ça démontre une fois de plus la nécessité de protéger ces personnes-là en priorité qui doivent continuer à travailler. Il y a Mohamed qui demande trouvez-vous normal que des usines restent ouvertes? Dans mon usine de poissons, 3 cas de Covid toujours ouvertes. Non, c'est absolument pas normal. Et là, c'est là où il faudrait faire un ordre de priorité. En temps de confinement strict dans lequel nous sommes, on devrait garder en production les usines uniquement celles qui sont essentielles. Parmi celles qui sont essentielles, on peut réquisitionner des usines qui peuvent produire notamment des masques de protection, des gels hydroalcooliques, des respirateurs, etc. Toutes celles qui sont impliquées dans l'industrie agroalimentaire pour nous nourrir. Bref, on peut définir les secteurs et les usines qui sont indispensables à la production.
Mais par exemple, des usines d'Airbus ont repris, des usines de Renault ont repris. Je ne suis pas sûre que dans la période, la priorité soit à acheter des voitures ou acheter des avions, ce d'autant plus que les avions sont cloués au sol partout dans le monde. Et donc, je ne vois pas vraiment la priorité de mettre en danger des salariés. Donc, la question aussi se pose pour l'usine dont tu parlais, Mohamed. Sur les US, Annick dit, en parlant de Trump, il est dans la folie de toute puissance, out. J'espère qu'il sera out. J'espère qu'il sera out aux prochaines élections présidentielles parce que on voit à quel point l'irresponsabilité d'un dirigeant politique comme Trump peut amener des millions et des millions de personnes dans des dangers extrêmement graves. Et derrière les décès directs du Covid, y compris ceux qui n'ont pas d'assurance santé et qui, du coup, hésiteraient à se rendre dans les hôpitaux, etc., il y aura probablement énormément de décès directs ou indirects avec la crise économique et sociale à laquelle nous allons faire face, d'où l'importance, dans la période, de réhabiliter le rôle de l'État-providence pour répondre à ce type de crise. Et malheureusement, Donald Trump et la vision exacerbée du libéralisme qui détruit absolument tout et qui a détruit le peu qu'avait mis en place en fait Barack Obama, notamment en matière d'assurance santé. Et Thibault qui renchérit en disant le système de santé américain est juste catastrophique, si t'as pas d'argent tu crèves. Je crois qu'on ne dirait pas mieux. On a déjà vu des premiers témoignages de personnes qui avaient des factures de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et donc, la bourse ou la vie, finalement, si vous n'avez pas la bourse, c'est la vie que vous perdez. Et aux États-Unis, ça a une implication directe. Alors qu'en France, vous pouvez encore vous présenter dans n'importe quel hôpital, quelles que soient vos sources de revenus, même si, évidemment, les hôpitaux, et on l'a dit beaucoup ces derniers temps, manque de revenus et manque de moyens, ce qui me fait l'occasion de faire référence aussi à la belle initiative que nous avons menée et qui a eu pas mal de retentissement ce week-end de la manifestation en ligne intitulée Plus jamais ça. Évidemment, on ne peut pas manifester physiquement en ce moment, mais ils ne peuvent pas pour autant confiner notre colère. Donc on va réitérer l'initiative samedi prochain à 14h, donc n'hésitez pas à vous aussi faire vos banderoles, dire du fric pour l'hôpital public, trouver vos slogans, les mettre à vos fenêtres, à vos balcons, à l'extérieur, les poster sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Bref, se faire entendre avec nos moyens pour que notre colère à nous ne soit pas confinée dans la période. Ensuite, il y a une demande, quelles barrières peut-on mettre en place pour éviter un tel retour de bâton économique ? Nous, ça fait partie des propositions qu'on porte d'une vraie protection économique, à la fois d'une protection des petites entreprises par une prise en charge directe de l'État des factures des entreprises et qui finalement ferait comme si l'entreprise payait tout ce que l'État payait tout ce que l'entreprise, toutes les charges que l'entreprise avait à faire face ces dernières semaines. L'objectif, de manière très claire, c'est que ces petites entreprises mettent la clé sous la porte et que du coup, derrière, ça coûte extrêmement cher, ce soit des emplois qui soient perdus et que on puisse reprendre entre guillemets l'activité économique là où on l'a laissé il y a quelques semaines. Et derrière, il faudra penser à un plan de relance conséquent, un plan de relance qui doit aussi être vigilant sur les questions écologiques, parce que le pire, ce serait de recommencer tout comme avant et le monde, de faire le monde d'après comme le monde d'avant, alors que c'est ce monde d'avant qui nous a amené droit dans le mur et droit à la catastrophe. Et ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille pour préparer le monde d'après. Il y a Jean-Charles qui dit il faut examiner les profits des entreprises pendant le confinement. Ça fait aussi partie des propositions qu'on porte qui sont doubles. D'une part, interdire le versement de dividendes aux actionnaires. On voit, et j'ai eu l'occasion de vous en parler, que le ministre des Finances a encouragé les entreprises à ne pas verser de dividendes, à inviter les entreprises, mais c'est pas suffisant. Depuis, nombreuses sont les entreprises qui ont confirmé leur versement de dividendes aux actionnaires. Donc c'est autant d'argent qui pourrait être réinvesti dans les entreprises, dans les salaires, et même qui pourrait être imposé par l'État. Et c'est la deuxième proposition qu'on porte, une mise à contribution exceptionnelle à la fois des plus hauts revenus et des plus grandes entreprises, pour faire en sorte que ceux qui contribuent à l'effort de guerre, si Emmanuel Macron veut parler de guerre, à leur reconstruction, sont ceux qui en ont le plus les moyens, et donc les plus riches et les plus grandes entreprises, parce qu'il n'est pas normal qu'à face du bénéfice,
dans un temps de crise économique qui frappe durement l'ensemble des pays dans lequel nous nous trouvons. Il y a Marthe qui renchérit, qui dit c'est toute l'économie qu'il faut revoir et quel rapport nous voulons entre les hommes, j'imagine entre les êtres humains, et quelle est sa place s'il est juste un coût de production. Je suis complètement d'accord et pour nous c'est l'occasion de bâtir le monde d'après. Loin de moi l'idée de dire regardez on avait raison et puis de s'attribuer tous les louanges, je crois que c'est pas ça l'enjeu. Mais pour moi ce qui est important c'est de se dire, ok, comment on repense notre modèle économique de manière à ce qu'on puisse, par exemple, produire les outils sanitaires dont nous avons besoin, mais plus largement relocaliser la production dans l'Europe et ne pas dépendre de l'étranger. Comment on fait en sorte que l'argent qu'on réinjecte dans l'économie, ce soit de l'argent qui ne serve pas à alimenter la bulle spéculative, qui ne serve pas à alimenter des activités économiques nocives pour l'environnement. Bref, comment on tire les leçons de cette période et on reconstruit notre modèle économique de manière à ce que ce ne soit effectivement plus jamais comme avant, ce qui était aussi l'intitulé d'une tribune qui était conjointe à 18 associations. Et plus que jamais, il ne faut pas reproduire le comme avant. Et quand je vois même des parlementaires de la majorité qui reprennent ce leitmotiv, qui reprennent ce slogan en disant plus jamais comme avant, alors sans même s'interroger sur leurs propres responsabilités, je veux dire, cette majorité-là du gouvernement, c'est eux qui aussi, en 2018, ils étaient au pouvoir, ont supprimé plus de 4000 lits d'hôpitaux. À quel moment? Moi, je veux bien qu'on refasse ensemble le monde d'après, mais par contre, il faut qu'ils s'interrogent sur la responsabilité et qu'ils soient prêts à dire là, on a fait une erreur. Et en effet, on ne fera plus jamais comme avant. Et on voit très bien que ce qu'ils font depuis le début, en fait, leur plus jamais comme avant est tout juste un slogan parce qu'ils se refusent à réquisitionner les entreprises qui sont nécessaires et indispensables à produire les outils dont on a besoin. On le voit avec l'Agence régionale de santé du Grand Est qui poursuit la coupe dans les lits d'hôpitaux. Bref, le plus jamais comme avant, c'est pas un slogan. Et il doit commencer dès maintenant. Sinon, en fait, on va aggraver la crise économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et ce n'est que le début. Et après, je crois que c'est pas une fatalité. C'est au contraire une opportunité de faire plus jamais comme avant. Mais encore faut-il s'en donner véritablement les moyens. Alors, j'ai vu Bruno qui interroge et qui dit « Je viens de voir que M. Mélenchon soutenait le gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire. J'avoue que je suis très déçue. » Alors, je ne sais pas à quelle phrase tu fais spécifiquement référence, Bruno, mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, et depuis le début de cette crise, nous avons eu un œil vigilant, critique. On l'a toujours dit, on ne met pas la démocratie entre parenthèses. Et donc, depuis le début, nous avons demandé des comptes au gouvernement. Par contre, nous sommes responsables sur les questions sanitaires. Je pense qu'il serait irresponsable aujourd'hui en tant qu'acteur politique de dire le confinement, c'est pas la politique à suivre, sortez tous de chez vous. Ce serait le pire moyen de répandre l'épidémie. En revanche, notre rôle est d'apporter une vision critique et de faire des propositions sur la stratégie politique que mène le gouvernement, lui dire qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait une telle inégalité face au confinement, que certains travailleurs continuent à se rendre au travail même si ce ne sont pas des secteurs indispensables, pendant que d'autres, eux, peuvent être confinés chez eux et donc protégés. C'est normal de demander des comptes au gouvernement sur les dépistages massifs, sur le port du masque, etc. En revanche, je pense nous devons avoir une attitude responsable d'un point de vue sanitaire et c'est l'équilibre que nous avons essayé de trouver depuis le début de la crise. On est preneur aussi de tous vos retours et vos suggestions, mais je crois, et modestement, que finalement, on est la seule formation politique quand même à avoir élaboré dès le début de la crise des propositions. Ce sont 10 propositions au niveau français, 25 propositions au niveau européen que nous avons mis sur la table à la fois pour faire face à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique et à la crise sociale. Il y a Régis aussi qui réagit et qui dit il faut arrêter avec le tout importé. C'est aussi une des leçons de la crise en effet. C'est qu'on ne peut pas continuer à dépendre de l'étranger pour absolument tout, que ce soit pour nos médicaments, que ce soit pour les masques. On voit finalement la Troisième Guerre mondiale aura peut-être commencé pour des masques, ce qui paraît complètement improbable et personne n'aurait pu prédire cela. Et que la politique de relocalisation est non seulement bonne pour faire face à une crise sanitaire, mais c'est aussi bon au niveau social,
pour les emplois au niveau européen et c'est aussi bon au niveau écologique. Donc c'est une des priorités que nous porterons tant au niveau français qu'au niveau européen. Ensuite, et continuez à réagir à ce live. Vous voyez, on prend vos commentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent et on les lit tous. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter. Et je voulais vous parler d'un public spécifique dont on a peu parlé ces dernières semaines et qui pourtant vit aujourd'hui le confinement dans des conditions extrêmement difficiles. Ce sont les personnes handicapées au sens large. On pense toujours que c'est une population marginalisée spécifique. Je voudrais d'abord rappeler que les personnes handicapées, c'est aujourd'hui plus de 10 millions de personnes en France. Alors évidemment, à différents niveaux. Et en plus, il faut compter les 8 millions de personnes, les proches qui les aident, que ce soit des personnes directement de la famille ou autres, et dans des handicaps extrêmement variés. Ça peut aller du malvoyant à l'autiste, à des handicaps moteurs. Bref, il y a énormément d'handicapés au niveau de tout le territoire et qui sont frappés d'une manière ou d'une autre par le confinement. Ça a changé concrètement leur quotidien. Et on peut essayer d'y réfléchir de manière concrète. D'abord, il y a ceux qui bénéficient de soins à domicile. Et c'était le sens notamment d'une interpellation d'un collectif dans le JDD ce week-end et qui disait, pensez au confinement de manière concrète. D'abord pour celles qui reçoivent des soins à domicile, pour qui ces soins à domicile s'espacent ou s'arrêtent à cause du confinement parce que les personnels soignants ne peuvent plus se rendre, parce que c'est pas considéré comme des soins importants et donc ils sont déprogrammés. Et donc ça peut avoir des conséquences et des séquelles importantes, y compris des décès qui ne seront pas comptés forcément directement comme des décès liés au Covid et pourtant qui seront bien des décès indirects qu'on pourra ajouter au bilan officiel. Ensuite, il y a des personnes malades qui restent, elles, dans les établissements médico-sociaux, lesquels établissements médico-sociaux qui ne sont pas toujours considérés prioritaires en matière de matériel sanitaire et qui, du coup, ne disposent pas toujours des outils sanitaires de protection, masques sur blouse, etc. Et on a aussi plusieurs alertes qui ont été lancées sur des refus d'admission en soins intensifs de personnes handicapées. Et on voit très bien que au lieu de déboucher sur une intention particulière des personnes qui sont handicapées, les critères médicaux qui peuvent être utilisés risquent de devenir à l'inverse des critères d'exclusion des soins pour les personnes handicapées, alors qu'il n'y a aucune raison de ne pas les traiter et finalement qu'elles soient victimes d'un tri, alors qu'au quotidien, déjà, ces personnes handicapées, quelque part, sont victimes d'un tri. Et c'est pour ça que les associations demandent plusieurs choses. D'abord, de permettre l'accès effectif aux soins palliatifs et à la réanimation pour les personnes en situation de handicap, mais aussi de sensibiliser tous les acteurs à la particularité et à la vulnérabilité des handicapés qui vivent le confinement d'une manière différente, peuvent avoir éventuellement des droits différents en matière de sortie quotidienne, dans des conditions différentes, dans le remplissage de l'attestation. Bref, il faut prendre en compte toutes ces situations particulières. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement spécifique qui peut être fait à ces personnes handicapées. D'abord, il y a des nombreux centres d'accueil qui sont fermés. Sur les 100 000 jeunes pris en charge dans des centres d'accueil au niveau français, dans des établissements de jour, 60 000 sont rentrés chez eux. Donc il y a 60 000 jeunes handicapés, qui étaient pris en charge par ces établissements-là, à qui on demande de rentrer chez eux et finalement dont les familles maintenant, qui dépendent maintenant de leur famille. Donc ça veut dire que concrètement, pour ces jeunes, c'est à la fois une rupture de la routine quotidienne et de la prise en charge dans ces centres qui sont spécialisés, qui ont l'habitude de prendre en charge des jeunes handicapés. Et c'est particulièrement problématique pour les jeunes autistes. Ça risque de les mettre en danger d'un point de vue psychique, d'un point de vue physique. Et c'est extrêmement dur et lourd à gérer pour les personnes qui s'en occupent. Je voulais vous lire un témoignage assez fort et assez poignant
d'une mère d'un jeune enfant handicapé qui témoigne de la difficulté à devoir gérer au quotidien du matin au soir. C'est son enfant, à cause de la suspension de l'accompagnement et de la fermeture des instituts médicaux éducatifs. Je vous lis tel qu'elle le livre. Cette femme, elle s'appelle Servane et je trouve son témoignage assez fort, donc je voulais vous le lire. Elle dit « Nous nous étions préparés, mais je suis saisie d'effroi quand le président de la République annonce la fermeture des écoles. À ce moment-là, c'est juste impossible pour moi, en termes de charge physique et de charge mentale, d'assumer toute seule Antoine sans aucune aide. Antoine ne parle pas. Il ne peut pas utiliser une tablette pour communiquer car il n'a pas l'usage de ses mains. Installé dans son fauteuil roulant, il est complètement dépendant de ses auxiliaires de vie et de moi. Initialement, il doit rester à l'institut médico-pédagogique toute la semaine. Mais ce matin, la nouvelle tombe. La directrice m'appelle pour me dire qu'ils ne pourront pas garder Antoine durant le confinement. Les gens du gouvernement nous disent de rester chez nous pour survivre. Mais pour nous, il va falloir survivre à l'intérieur de notre foyer. Ne pas aller au restaurant, au cinéma, au théâtre ou au musée, ce n'est pas compliqué pour nous, car en temps normal, nous n'y allons pas. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique, sans aide, toute seule. J'ai très mal au dos. Je dois porter Antoine pour la douche, sur les toilettes, pour le mettre dans son lit médicalisé. Et puis je suis en colère. La kinésithérapeute qui s'occupe de mon fils n'a pas le droit de venir. Pour mon fils, c'est vital ces séances de kiné. Je ne sais pas comment faire. Je suis fatiguée que nous, parents, nous devions toujours trouver des solutions. Mes amis, mères d'enfants en situation de grand handicap, craquent. J'en ai une qui est sous antidépresseur, une autre qui a perdu 7 kilos en 2 semaines. Je ne suis pas dupe, on ne tiendra pas sur la longueur. Cette 3e semaine s'annonce comme une catastrophe. Alors d'abord, on voulait envoyer plein de pensées à Servane et à Antoine, et ce témoignage assez fort et assez poignant, c'est finalement le témoignage de beaucoup de proches d'handicapés. Je le disais, 10 millions de personnes en situation de handicap en France. Et il y a évidemment plusieurs solutions que l'on peut apporter à ces situations qui sont dramatiques. D'abord, s'assurer qu'un maximum de ces centres de prise en charge peuvent être maintenus ouverts avec une priorité de la prise en charge et de la mise à disposition des outils de protection sanitaire, les masques, des gels hydroalcooliques, des blouses et des surblouses, y compris avec l'approvisionnement en matériel de 1500 foyers de vie et d'hébergement qui ne sont pas répertoriés par les agences régionales de santé et qui sont pourtant indispensables pour l'accueil et la prise en charge de personnel handicapé. Et ensuite, s'il y a le déconfinement, comme on nous l'annonce potentiellement par catégorie de population, le gouvernement annonce réfléchir par classe d'âge, par région. On peut aussi penser par vulnérabilité et que certaines personnes plus vulnérables que d'autres au confinement auront peut-être et devraient avoir la priorité dans le déconfinement parce qu'elles sont mises en danger dans cette situation de confinement. Et puis, évidemment, les associations de handicap sont très mobilisées sur le moyen et le long terme pour la prise en charge de ces personnes handicapées. Et une fois de plus, la crise met la réalité à nu, puisque cette crise révèle tous les secteurs dans lesquels nous avons des difficultés, à commencer par la prise en charge du handicap. Et je crois qu'on peut, une fois de plus, relayer les demandes des associations qui demandent des moyens sur le court, moyen et long terme pour pouvoir prendre en charge autant de situations de grand handicap qui sont en général si différentes les unes des autres, mais qui n'en demeurent pas moins des êtres humains dont on doit assurer une prise en charge et un soutien au maximum que nous pouvons, a fortiori dans des situations de crise comme celle auxquelles nous faisons face. Voilà un petit peu l'histoire que je voulais vous raconter et vous parler spécifiquement de ces personnes handicapées. Je vois que plusieurs personnes ont réagi, notamment sur la prise en charge des handicapés et s'assurer qu'ils peuvent tous avoir accès à leurs soins habituels. Certains aussi ont mentionné les EHPAD qui fait partie évidemment d'une source d'inquiétude majeure pour nous.
et qui là aussi met les réalités à nu. On vient d'apprendre encore un dernier EHPAD aujourd'hui, qui était l'EHPAD d'ailleurs où travaillait mon ancienne collègue Anne-Sophie Pelletier à Foucheran, où il y a eu aussi plusieurs blessés, je crois 7 ou 8, et énormément de personnes affectées. Là aussi, il faut une politique très claire sur la gestion des EHPAD. On voit aussi plusieurs témoignages sur les handicapés. Niamrek qui dit certains handicapés des ZAD sont mis au travail pour éviter qu'ils déambulent dans les rues car ils n'ont pas pigé que c'est le confinement. Quand d'autres, lorsqu'il leur est proposé d'aller travailler, disent oui en première intention, mais quelques heures après avoir mûri la question, se sentent mieux chez eux. En effet, il y a la question des travailleurs handicapés aussi qui est à prendre en compte spécifiquement et qui eux aussi devraient avoir droit au droit de retrait, par exemple, s'ils sont mis en danger. Thibaut aussi qui parle de la question de l'approvisionnement des médicaments et notamment pour ceux qui sont en situation de handicap. Zipi qui dit la crise sanitaire ne fait que révéler les manques et les dysfonctionnements. En effet, attention à porter en ce moment au foyer des jeunes. Donc oui, je parlais des personnes handicapées et aussi au foyer des jeunes qui, comme souvent en fait, font partie des dernières roues du carrosse, alors que ce sont des publics qui sont vulnérables et qui ont besoin d'une prise en charge toute l'année, mais encore plus spécifiquement dans ces périodes de crise et dans ces périodes de vulnérabilité et de mise en danger. Voilà un petit peu pour la réflexion du jour. J'espère que ça alimentera vos propres réflexions et les réponses à apporter à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique et sociale. J'espère que c'est pas trop dur pour vous en cette quatrième semaine de confinement. Et puis je vous souhaite plein de courage pour affronter cette semaine supplémentaire. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi, même heure, même lieu, pour un prochain débrief à la fois de l'actualité et des personnes en situation de vulnérabilité spécifique face au confinement. Allez, prenez soin de vous et à très vite les amis.